Bonjour ou bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, c'est le Club de la Presse qui reprend du service après quelques semaines de congé. Aujourd'hui, nous parlons de la présence russe en Afrique, dans certains pays, notamment dans un précaré français où la Russie essaye de frayer son chemin, ce qui n'est pas du tout du goût des Occidentaux. D'une manière générale, on a vu les États-Unis essayer de s'interférer au niveau de la République centrafricaine pour essayer d'aider le précaré français à revenir dans l'orthodoxie, ce qui n'est pas du coup des Maliens ou des Burkinabés qui, eux, essayent plutôt d'enfoncer le clou. Pendant ce temps, le sommet des BRICS se prépare en Afrique du Sud avec l'incertitude sur la présence effective du président Poutine actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Est-ce que ce mandat d'arrêt international est impératif pour tous les pays? Est-ce que l'Afrique du Sud pourra livrer le président Poutine à la Cour pénale internationale et par ricochet aux Occidentaux? Nous allons essayer de comprendre tout cela avec nos invités. Donc, Serge Gauthier Onanena. Serge, bonjour. Bonjour, bravo. Bonjour à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Vous êtes journaliste et acteur politique. Vous êtes en direct depuis Ezeka. Comment ça se passe là-bas ce matin? Écoutez, nous, c'est un samedi normal comme tous les autres samedis avec une journée très ensoleillée et une journée agitée, un week-end agité, celui de généralement des deuils, parce que vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, notamment au Cameroun, on a transformé les week-ends en week-ends soit de mariage, soit de deuil, mais le temps est beau. On a plus de 37 degrés à l'ombre. Ce qui me rassure tout de même. Notre deuxième et dernier invité, malheureusement, cette année, cet après-midi, avec les aléas du direct, on n'a pas pu avoir tout le panel au complet. C'est Eric Yumbi, Jean-Paul Eric Yumbi. Lui, il est journaliste aussi, journaliste indépendant et écrivain. Il est auteur de 7 livres déjà et le 8e est en gestation. Eric, bonjour. Bonjour, et permettez que j'adresse également mes salutations à ceux qui vous suivent, de même qu'à celles qui vous suivent sur votre plateforme cybernétique. Voilà, votre dernier livre actuellement sur le marché, c'est Le poids colonial de la France entre façonnage, errance et auto-libération de l'Afrique noire, ou bien en Afrique noire autant pour moi. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Ce qui m'a inspiré d'adopter ce titre, ce qui nous a inspiré avec le comité de la maison d'édition, c'est bien entendu les transformations qui ont cours du côté de l'Afrique de l'Ouest notamment. Ce qui nous a inspiré, c'est bien entendu la question, la réflexion sur le bilan de la France en Afrique noire francophone. Ce qui nous a inspiré, bien entendu, c'est au regard des différents obstacles qui se posent sur le chemin de l'Afrique noire francophone en ce moment. On se pose les questions, notamment celle de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui empêche l'Afrique noire francophone de se projeter sur l'avenir avec sérénité. Voilà, Eric, votre prochain ouvrage, c'est en juillet et il a toujours un titre à connotation diplomatique france-africaine. Qu'est-ce qui vous accroche tellement à cet thème?
Oui, il se passe tout simplement que l'Afrique de l'Ouest, particulièrement le Mali, est le centre de gravité désormais d'une idée d'affranchissement ou alors, si on veut, de désobéissance par rapport à la métropole. Donc, il est important de scruter cette dynamique, de réfléchir afin de comprendre ce qui est friable, afin de systématiser ce qui peut apporter quelque chose à cette Afrique noire francophone qui a envie de s'en sortir, particulièrement avec cette jeunesse. Donc, c'est à ce titre que le prochain ouvrage traitera bien entendu de ce que j'appelle le retournement postcolonial, c'est-à-dire l'envie des acteurs actuels des acteurs actuels étant constitués notamment de jeunes générations qui veulent s'affranchir, qui veulent autre chose. En réalité, cette jeune génération veut être tenancière de son propre avenir. Je crois que dans nos prochaines éditions, nous allons nous atteler à ce sujet, l'affranchissement de la jeune génération africaine. Vous pouvez déjà noter le thème et nous souhaiterons vous avoir le moment venu sur le plateau avec ce sujet. Serge Gauthier Onanina, pour lancer définitivement le débat, la Russie qui est en Afrique, est-ce que c'est un fait de hasard, cette arrivée qu'on dira forcée qui fait vraiment mal? Arrivée forcée, oui, mais j'ai envie de dire que l'arrivée de la Russie en Afrique n'est pas une nouveauté. Ce n'est que le retour, ce n'est que la Russie revient en Afrique parce que la Russie avait déjà été en Afrique, il faut s'en souvenir, dans le cadre de la guerre froide qui avait vu la victoire du bloc capitaliste sur le communisme que la Russie d'ailleurs conduisait. Elle avait soutenu le mouvement indépendantiste lors de la décolonisation. Elle avait soutenu beaucoup de pays, notamment si on prend un pays comme l'Angola, elle avait été en Angola, elle avait soutenu également le mouvement indépendantiste. Si on prend l'Afrique francophone et l'Afrique centrale, elle avait été dans le Congo-Brazzaville. Donc, la Russie n'est pas étrangère à l'Afrique et l'Afrique n'est pas étrangère à la Russie. C'est deux pays ou alors deux groupes qui se connaissent, qui ont déjà eu à se rencontrer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut dire concernant le retour de la Russie en Afrique, c'est que Vladimir Poutine n'a jamais digéré l'éclatement de l'URSS, dont il a estimé que cela a contribué à fragiliser l'influence, la puissance et la place de la Russie dans le monde entier. Et il est dans une dynamique de reconstruction ou de reconstitution de cette puissance avec certains pays, de certains pays. Et la troisième des choses qu'il faut dire, c'est que ce dernier ne supporte plus l'unilatéralisation du monde, comme emprunté donc effectivement une expression chère à Hubert Védrine, l'ex-ministre des Relations des Affaires étrangères de la France. Donc il estime qu'il y a une hyper unilatéralisation du monde qui était insupportable. Donc il est peut-être pour lui intéressant et opportun de redéfinir les cartes sur le continent. Et enfin, il y a donc ces résultats, ces conclusions de la Banque mondiale qui a financé à hauteur d'1 milliard de dollars une étude minière sur le continent africain parce que la carte minière qui avait souvent été utilisée, exploitée, explorée, était une carte coloniale. Et les années étant passées, la technologie ayant évolué, les Occidentaux, qui sont les principaux consommateurs, les plus grands utilisateurs consommateurs de nos minéraux, se sont rendus compte qu'il y avait non seulement de nouvelles ressources minières méconnus, mais qu'ils découvraient au quotidien, mais également de nouveaux gisements qui n'avaient pas été répertoriés. Alors, ils vont financer la Banque mondiale et la Banque mondiale va donc, en 1995, publier les résultats de cette nouvelle carte minière. Donc, produire une nouvelle carte minière en partenariat avec les cabinets ou les experts qu'ils avaient mobilisés. Informés donc de cela, la Russie va se rendre compte qu'il y a
elle qui veut renforcer son influence, qu'il y a naturellement dans le continent africain, l'avenir du monde va se jouer sur ce continent avec cette richesse minière qui va rendre davantage ceux qui vont venir l'explorer riche et donc puissant, mais également avec le marché africain le marché démographique qui est autour qui est passé d'environ de 800 millions de personnes et qui commence à côtoyer le milliard de personnes et donc de consommateurs. Il y a tout cela qui a donc motivé la Russie. Maintenant, est-ce que il y a également que la Russie s'étant rendu compte qu'en 1995 qu'il y avait donc des richesses, elle a acheté un encart à Jeune Afrique Économie, qui est un magazine panafricain qui fait dans la géopolitique, l'information géopolitique et géoéconomique, et a clairement indiqué sa volonté de venir, de se redéployer dans le monde et de cibler et à cibler l'Afrique comme son principal objectif pour pouvoir, elle aussi, entrer dans le continent à travers non seulement un positionnement militaire, un positionnement stratégique, un positionnement économique, et ainsi de suite. Et malheureusement ou fort heureusement pour elle, un ensemble de crises sociopolitiques, de conflits sur le continent lui ont servi de prétexte pour pouvoir naturellement pénétrer le continent à travers un pays comme la RCA où elle a contribué depuis un certain temps où elle est présente. Voilà, il y a le Burkina, il y a le Mali. Donc, il y a un ensemble elle s'est servie de ce prétexte pour engager son objectif qui était son objectif de venir pénétrer le continent, notamment dans l'espace francophone qui est le précaré, qui était connu ou reconnu comme le précaré français, un précaré dans lequel quand même la Chine, que la France a commencé à se disputer avec la Chine et où elle a commencé également à perdre une part d'influence. Et dans ce contexte-là que la Russie est en train de vouloir de se chercher également une place au soleil. Pour moi, en tant que vous me posez la question, qu'est-ce que je pense en tant qu'acteur politique, journaliste africain, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, il est important que les Africains, l'unilatéralisation du monde n'est pas déjà une bonne chose parce qu'un bloc unique, un courant de pensée unique, une manière unique de voir les choses et de les faire n'est pas toujours, ne donne pas la possibilité à l'humanité de façon générale, mais aux populations du monde de façon particulière, d'avoir un large éventail de choix. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'arrivée de la Russie va permettre, même si on connaît qu'elle est communiste, on a le passé communiste avec ses conséquences positives ou négatives, ça va permettre aux Africains, au continent africain, d'avoir d'autres possibilités de choisir. C'est déjà une très belle chose. Il y a deuxièmement qu'il y a la jeunesse africaine et Eric, je vais laisser le soin à Eric de gérer, de s'occuper de là parce qu'il est plus averti de ce côté-là. Donc, il y a déjà cette diversification qui est importante pour le continent africain. Il y a que, quand on regarde la relation France-Afrique, on se rend compte que le peuple africain n'est pas trop content de ce que, malgré une cinquantaine ou plus d'années de cohabitation et de collaboration, le développement n'est pas suivi. Il y a plutôt un endettement excessif. Il y a une présence militaire qui est encore là, alors compétent que nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants, alors compétents que nous sommes dans la démocratie. Il y a que la monnaie africaine continue à être contrôlée par la puissance mère et nos devises et autres restent contrôlées et déposées au trésor français. Tout cela, l'opinion aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec l'instruction, l'éducation, étant au courant de cela, se révolte un peu et la Russie est en train de vouloir profiter pour récupérer un peu. Voilà, de ce bouillonnement social interne et de ces conflits dans le continent pour repénétrer le continent et se positionner, atteindre ses objectifs.
Voilà. Eric Yumbi, vous avez suivi Serge Gauthier au Nanina qui a pratiquement fait l'historique de la Russie, de l'arrivée de la Russie en Afrique qui date de très loin. Eric Yumbi, vous pensez comme Serge qu'il faut rééquilibrer les forces? Déjà, je vais revenir sur un certain nombre d'aspects. Je pense que ce qui est à l'origine, bien entendu, de l'expansion russe aujourd'hui, c'est sa nouvelle ambition géopolitique. La nouvelle ambition géopolitique qui est incarnée par Vladimir Poutine s'appuie sur le fait que la Russie veut désormais être une grande entité. Une grande entité comme ce fut le cas avant, bien entendu, la fin de la guerre froide en 1989. Et pendant qu'elle était une grande entité dans le passé, elle avait réussi à avoir, n'est-ce pas, des zones où elle était influente. Et parmi ces zones, il y avait l'Afrique et tout particulièrement le Mali de Modibo Keïta. Donc il y a une résurrection de la Grande Russie incarnée par Vladimir Poutine, lequel vous le savez sans doute, lequel vous le savez sans doute était lui-même espion du côté de l'Allemagne de l'Est. Donc il a vécu de l'intérieur l'effondrement de la Russie. Donc il incarne aujourd'hui cette Russie qui se veut grande, qui conteste bien entendu l'unipolarité du monde. D'un autre côté, il y a les réalités de l'Afrique elle-même. Alors la Russie arrive à un moment donné où, lorsqu'on regarde le bilan de la France, pour ne parler que d'elle, c'est un bilan qui n'est pas bon et qui peut être en réalité compris si on se fonde sur les activités d'insécurité dans un certain nombre de pays comme le Mali. Ça permet de comprendre que ce mauvais bilan dans la sécurité, dans le domaine de la sécurité, est en réalité un bilan qui n'est pas très réduisant dans l'ensemble si on interroge les aspects économiques et même politiques. Et il y a d'autres variantes, notamment le fait que la population de l'Afrique noire francophone est de plus en plus jeune. Selon les statistiques, je pense que nous avons plus de 60% de la population noire en Afrique qui a moins de 25 ans. Alors, ce qui veut dire que la population d'aujourd'hui consomme de plus en plus les réalités d'aujourd'hui. Et la Russie a eu la subtilité, le doigté de venir à un moment donné où cette population jeune qui est, entre guillemets, intellectuellement vierge, est disposée à écouter ce nouveau discours, vu que le discours de la France passe de moins en moins. Non pas parce qu'il existe ce qu'on qualifie de sentiment anti-français. Le sentiment anti-français n'existe pas dans les proportions qu'on lui prête. Il existe plutôt une révulsion contre les attitudes prédatrices de la France. Donc, la Russie arrive dans ce contexte où elle veut être grande et que l'Afrique noire francophone en particulier a des prédispositions pour être en interrelation avec cette Russie. Maintenant, le plus important pour l'Afrique, ce n'est pas tant d'avoir de nouveaux partenaires, mais c'est de réussir à vouloir s'inventer sur la base de son propre projet. Le projet aujourd'hui de l'Afrique ou de l'Afrique noire francophone, c'est lequel? Est-ce que l'Afrique noire francophone ou l'Afrique peut dire aujourd'hui, voici ce que je souhaite faire demain avec la Russie? Donc, sur ce point, nous n'avons pas de véritable clarification. On semble, je pèse mes mots, on semble être enthousiasmé par le fait désormais de traiter avec un nouveau partenaire qu'est la Russie. Mais telle n'est pas la question. La Russie, c'est pas un enfant de cœur. Ils viennent pour des questions d'intérêt. Mais quels sont les intérêts de l'Afrique? Est-ce qu'elle a défini elle-même ses intérêts? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle attend de l'autre pour être une véritable puissance? Sous-entendu que, en réalité, l'Afrique est convoitée aussi parce que, en 2050, ce sera la première puissance démographique avec plus de 2 milliards d'habitants. On l'a déjà dit que c'est une puissance au sens du sous-sol. Maintenant, quels sont les atouts qu'elle dispose, l'Afrique? En quoi met-elle ça à sa disposition pour être forte? Et pour être forte plus tard, qu'est-ce qu'elle définit avec les autres pour que ces autres soient pour le moment un strapontin pour atteindre les objectifs de puissance qu'elle se fixe? Tout est la question posée. Voilà donc les questions posées. Serge Gauthier, peut-être avec vous, on va essayer de répondre. Est-ce que vous avez l'impression que les Africains sont conscients du potentiel qu'ils présentent désormais pour l'essor du monde entier en général et que ces entrefaits
qui pousse toutes ces grandes puissances à s'affronter littéralement dans son territoire? Serge? Je vous dirais oui et non. Oui, j'ai le sentiment que les Africains sont conscients de cela. Mais quels Africains? Intellectuels, c'est-à-dire ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui lisent, ceux qui se renseignent, ceux qui sont dans les grandes multinationales, dans les grandes universités, ils sont conscients que l'Afrique aujourd'hui a un potentiel inestimable et qu'il faut être capable de le valoriser. C'est la raison pour laquelle, si on prend le milieu intellectuel, c'est la raison pour laquelle un monsieur comme Achille Mbembe avec le Sénégalais Felwine ont mis en place des ateliers de la pensée. Ils ont conçu, c'est un groupe, les ateliers de la pensée qui sont un laboratoire. Parce qu'il faut savoir rapidement pour nos auditeurs, téléspectateurs, que le monde depuis la révolution industrielle fonctionne sur ce qu'on appelle les écoles de la pensée. Il y a eu les écoles de Paris, les écoles de Francfort, les écoles de Londres, et ainsi de suite. Et puis depuis un certain temps, l'école américaine qui domine le monde. Mais Achille Mbembe et autres se sont rendus compte que comme l'Afrique doit devenir le continent de l'avenir, avec toute cette convoitise, il était important que les intellectuels africains s'approprient leur propre théorie, des visions, interrogent le continent avec ses problèmes afin de se définir une vision ou un cap. Sauf que ça, c'est le monde intellectuel. La décision ne leur incombe pas. Lui, il réfléchit seulement, il identifie les problèmes, réfléchit, propose des solutions. La décision définitive incombe aux politiques. Et c'est donc là où je dirais non, parce que quand on regarde donc sur le continent africain, on a le sentiment, à travers la manière avec laquelle les pays sont gouvernés, que nos politiques et nos politiciens, nos dirigeants, manquent de vision forte sur la durée et dans le temps. Dans le temps et dans l'espace plutôt, parce que si vous demandez, on va vous dire le Cameroun émergent dans le cas de mon pays en 2035, mais lorsque vous voyez la manière avec laquelle les décisions sont prises, les actes sont posés, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un engagement réel, une volonté réelle et un réalisme et les moyens nécessaires pour que cette vision soit mise en place. Donc il y a un problème réel de vision. D'abord, au niveau des États, sur le cap qu'ils se fixent, sur les moyens qu'ils se donnent, sur les ressources qu'ils voudraient mettre en contribution, mais également sur les types et la nature des partenariats qu'ils signent ou qu'ils ont avec les acteurs du monde, les autres pays. D'abord, certains pays africains, de façon isolée, mais également de façon collégiale, c'est-à-dire que le Cameroun doit avoir sa vision, se fixer un cap. Mais le Cameroun doit être capable de se rendre compte qu'avec sa vision, ses ressources, ses moyens, son temps, son espace et tout, il ne peut pas être puissant face à un interlocuteur, un partenaire comme les États-Unis, la Chine, la France. Maintenant, il faut donc également une vision concertée qui peut être sous-régional, et c'est là où Eric, je crois que c'est son domaine, sous-régional ou continental. Donc il y a un problème réel. Les Africains, je pense que nos leaders n'ont pas encore saisi d'abord les enjeux de façon profonde, parce que s'ils les avaient saisis de façon profonde, chacun ferait un effort pour que les résultats du développement dans son pays soient incroyables. Ensuite, il additionnerait, il associerait donc sa vision à celle des autres pour qu'il y ait une synergie de vision et qu'à partir de cette synergie de vision, on s'attaque. Qu'est-ce qui peut expliquer, par exemple, pour simplifier, que nous produisions le cacao et que c'est à Londres que le prix se décide? Vous voyez, ça, c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Depuis que nous avons le sous-sol et le sous-sol, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que nous ayons un sous-sol riche, nous produisons, il y a des minéraux exploités ici, et que le seul pays du continent qui a pu imposer que, par exemple, le marché du diamant va se décider
chez lui, ici en Afrique, c'est un pays qui est voisin de l'Afrique du Sud. J'oublie son nom, un pays bien qui se développe jusqu'à le Botswana. Eric, essaie de vous aider. Merci infiniment merci infiniment. Donc, qu'est-ce qui explique que ce n'est que le Botswana qui a la vision? Il faudrait que il aurait fallu que pendant que le Botswana dit les décisions du cours du diamant le cours du diamant va se décider, le marché du diamant va se décider et se faire ici au Botswana. La RDC, qui est un grand producteur de beaucoup de choses, dit également le marché de tel autre minerai va se décider ici en RDC. Un autre pays comme la Centrafrique ou le Centrafrique, c'est selon. Et puis il y a une synergie et qu'ils se disent, quels que soient les acheteurs qui vont venir acquérir nos minéraux, voilà le seuil minimal à partir duquel nous allons, le prix de cette matière va être de ce minerai. Mais lorsque nous allons donc en rang isolé, chacun dans son camp, vous voyez que ça donne la possibilité aux autres, à nos partenaires grandes puissances de nous flouer, de nous duper. Le seul avantage aujourd'hui quand même de l'arrivée de la Russie, c'est que la diversité ou la diversification ou la multiplicité des partenaires dans les relations peut permettre de créer un effet de concurrence. Et puis, c'est la jeune fille qui est courtisée qui va sortir vainqueur. La jeune fille étant l'Afrique ici. Voilà. Voilà, mais maintenant, allez-y, à savoir si au niveau même de la concurrence, ces puissances-là ne vont pas s'entendre à un moment. Eric, est-ce que ces puissances sont susceptibles de s'entendre? Surtout que on a vu par exemple le professeur Achille Mbembe aux côtés de Emmanuel Macron. Achille Mbembe lui-même qui a créé un institut pour réfléchir sur les problèmes de l'Afrique. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Alors, ce que je vais déjà vous dire, c'est que quand on parle de l'élite en Afrique, c'est une notion qui est complexe et profonde. En réalité, l'élite en Afrique noire francophone vient de ce que nous appelions à l'époque les assimilés, c'est-à-dire ceux qui avaient un certain niveau d'éducation, mais qui avaient la particularité de travailler avec l'administration coloniale. C'est ceux-là par la suite même qui ont pu acquérir les rênes du pouvoir. Et c'est eux que nous avons eu précédemment comme président, et il y en a encore quelques-uns qui sont en fonction aujourd'hui. Alors, donc, la question de l'élite, elle est particulière en Afrique noire francophone parce que c'est la métropole qui a introduit l'élite dans le vécu quotidien en Afrique noire francophone pour qu'il y ait une confrontation entre la masse et cette élite. Donc, faire en sorte que cette société vivrait en permanence dans le conflit, de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir une entente, une addition de forces et se focaliser sur le développement. C'est pour ça que nous avons toujours affaire à des sociétés électriques où on arrive par se parler. On se regarde en chien de faïence. Entre Camerounais, quand on se regarde, on se dit, tu es Bamileke, toi, tu es Bassa, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Donc, il y a automatiquement une logique de la confrontation qui fait que les forces sont dispersées. On parle de la logique, n'est-ce pas, du diviser pour mieux régner. Alors, donc, lorsqu'on sort donc de cette élite, la perspective qu'on a, la vue qu'on a par rapport à la résolution théorique des problèmes ne peut pas être difficilement une proposition qui aurait le consensus de tous. On a l'impression que, au final, on aura une solution difficile. Lorsqu'il y a eu ce fameux sommet de Montpellier, ce sommet ne donnerait pas grand-chose parce que les propositions qui avaient été faites dans le sens de résoudre les problèmes profonds n'étaient pas de nature à être le bon médicament. Et on l'avait dit en son temps, parce qu'il y avait des questions principales sur lesquelles il fallait apporter des solutions qu'on attendait. La question de la présence militaire française en Afrique et la question du franc CFA qui se pose avec acuité. Et sur ces deux principales questions, jusqu'ici, la métropole n'a pas apporté de réponses suffisantes pour accompagner les changements qui sont en cours. Et quand vous parlez de la métropole, vous faites clairement allusion à la France pour les auditeurs. Tout à fait. Mais non, on n'a pas. Il a ici été évoqué la question
la fameuse question du cacao, bref, des produits de première nécessité. Et c'est ça qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Nous sommes en 2023 et la pénétration française qui date du 19e siècle n'a pas encore pu faire en sorte que jusqu'à aujourd'hui, cette économie de type colonial puisse connaître une véritable mutation. Comment se fait-il que le cacao qui est produit dans nos terroirs, les prix sont encore fixés, n'est-ce pas, par une entité extérieure? Vous comprenez qu'il n'y a pas une logique d'assemblage des forces. Jusqu'à l'heure actuelle, l'Afrique a du mal à faire des choses ensemble. Elle dispose d'un potentiel, mais elle refuse, n'est-ce pas, de créer une sorte d'unité, de telle sorte qu'elle défendrait, elle, quand je dis elle, c'est toutes les entités ensemble, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, défendraient ses propres intérêts. Pourtant, il existe une voie aujourd'hui pour que l'Afrique s'affirme. C'est ce que nous appelons la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle consisterait, n'est-ce pas, à s'appuyer sur des domaines tels que la musique, tels que les arts, etc., etc. Sur ce plan, l'Afrique est extrêmement avancée et a un fait valoir. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique d'aujourd'hui d'avoir un consensus minimum, ne serait-ce que sur la question de la diplomatie culturelle? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir un centre culturel africain à Washington? Vous irez de temps en temps pour y voir, n'est-ce pas, des œuvres d'art, vous écouterez, n'est-ce pas, c'est vrai que pour ne pas juste pour aider les auditeurs, c'est vrai que à Washington, il y a quand même un musée africain-américain où il y a quand même pas mal d'œuvres noires africaines à l'intérieur. Il y a beaucoup plus d'œuvres noires africaines même que d'œuvres noires afro-américaines. À Washington, il y a quand même tout un musée réservé pour cela. Vous pouvez continuer, c'était juste pour mettre la parenthèse. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui empêche donc l'Afrique de s'organiser pour que nous ayons ce qu'on peut appeler ces centres culturels africains? Et je parlais tout à l'heure des différents démembrements. On y écouterait Salif Keïta, ça fera en sorte qu'on soit fier de cette Afrique et on donnerait la possibilité aux Africains d'être en contact avec ces différents objets d'art dont beaucoup d'Africains aujourd'hui n'ont pas connaissance de l'existence, mais aussi des vertus mystiques. On a parlé notamment au Cameroun de la déesse de la fertilité, qui est, je pense, d'une localité bamileke au Cameroun, mais qui ne se retrouve plus dans ce pays. De manière théorique, ça veut dire quoi? Lorsque une de nos mamans, il y a plus de 100 ans de cela, avait des difficultés à procréer, après avoir fait un certain nombre de rites, on la faisait asseoir sur cet objet, et du coup, après, elle pouvait bien entendu, n'est-ce pas, enfanter comme si rien ne s'était passé avant. Pour dire quoi en réalité? Pour dire que la question du développement tel que nous l'envisageons aujourd'hui, ça doit venir, n'est-ce pas, d'une théorie qui tire sa substance des masses. Voilà. Et ça doit se faire de manière critique avec les différents acteurs. L'Afrique aujourd'hui a la malchance de penser son avenir avec certains qui sont choisis et qui seraient les amis des dirigeants en place. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'Afrique a besoin de tout le monde, d'avoir, n'est-ce pas, une diversité, une pluralité de points de vue pour inventer quelque chose qui va constituer son développement. Si elle s'amuse toujours à construire l'avenir avec l'élite, et certains seront surpris, bien entendu, n'est-ce pas, par les secouements qui vont se produire. Aujourd'hui, on est surpris de voir ce qui se passe au Sénégal, mais non, pas du tout. Pas du tout. On ne devrait pourtant pas être surpris parce qu'il y a des constituants, il y a ce que nous sommes. Et tôt ou tard, ça va se révéler en nous parce qu'il y a en réalité un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas pu résoudre dans le fond. Et à un moment donné, ça va se présenter. Donc, il revient à l'Afrique aujourd'hui de profiter de sa collaboration avec la Russie pour inventer ce qui fera en sorte qu'elle soit plus grande proportionnellement au potentiel qu'elle dispose. Je crois que Serge Gauthier, au-delà de la Russie, dans un cadre beaucoup plus large, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, qui vont tenir leur sommet dans les prochaines semaines en Afrique du Sud. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour l'Afrique d'avoir un regard beaucoup plus global au lieu de lâcher la France pour suivre la Russie? Serge?
Serge Gauthier? Allô, Serge? Serge qui n'est pas là. Eric? Il y a un silence sur mon micro. Voilà. Voilà, il est bon. Oui, il est bon maintenant. Vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5. Voilà. Alors, je disais donc, je partage partiellement l'analyse d'Éric qui pense que le développement va venir de la masse. Je pense que la masse en politique, moi je suis politicien, c'est que la masse est moutonnière. C'est vrai que à l'intérieur de la masse, on peut donc identifier des groupes de personnes qui ont non seulement un ensemble de ressources intellectuelles, financières et autres, mais généralement c'est la vision, c'est le leadership qui fixe le cap du point de vue de la vision. Et je voudrais illustrer ça par le printemps arabe. Le printemps arabe, le mouvement Yanama qu'il y a eu au Sénégal à un moment qui a conduit Macky Sall, il y a eu une révolution au Burkina Faso, il y en a eu au Mali. Ça n'a jamais été quelqu'un de la masse qui vient gérer. C'est toujours quelqu'un de l'élite qui profite, ou un groupe d'élite, dans l'élite, mais un changement d'élite qui vient profiter des soulèvements de la masse pour pouvoir diriger. Mais à la condition, ce qu'il est important de dire, c'est qu'il faut souhaiter que ces mouvements d'élite qui viennent succéder à d'autres à la tête généralement de l'État est le souci du développement collectif et populaire. Du bas peuple. Qu'il ne soit pas toujours entrer dans un système dans lequel c'est un groupe d'amis qui gère les ressources du pays avec les partenaires extérieurs et puis finalement ils s'enrichissent au détriment de la population. Parce que si vous regardez dans le printemps arabe, tous ceux qui sont revenus, ce n'est pas la population qui décide là-bas. Si vous regardez au Burkina, ce n'est pas la population qui décide. Vous regardez au Mali, ce n'est pas la population. Vous regardez au Sénégal, elle va soutenir Sonko, mais c'est Sonko qui va décider. Ce n'est pas forcément la base qui décide. Elle est juste là pour accompagner le leader qu'elle se choisit, à la condition maintenant qu'une fois que le leader a cédé aux affaires, il ait la bonne vision. Maintenant, vous étiez en train de dire qu'il faudrait que l'Afrique ait une vision plus globale. Je dis, l'Afrique a un souci très important. Aujourd'hui, c'est son endettement. Son endettement, sa dette est colossale. Est-ce que cette dette n'est pas montée de toutes pièces, simplement pour nuire à l'Afrique? Elle est montée, mais elle est également la conséquence de ce que il y a une partie qui est montée parce que les Occidentaux, à travers leurs grandes institutions internationales, ont toujours créé des mécanismes pour pouvoir mettre en difficulté l'économie africaine. Mais ça, c'est aussi un argument trop facile lorsque vous êtes un leader qui a de la vision. Je pense que dans le même contexte de l'existence de cette institution internationale, lorsque le Kadhafi gérait la Libye, le Fonds monétaire international existait, la Banque mondiale existait, mais il a pu, à travers une vision claire, faire en sorte que son pays n'y a pas reconnaître plutôt la santé économique. Donc je pense que maintenant tous les autres sont entrés dans l'endettement. Il est donc important qu'au-delà que cette dette se réduise, et que cette dette ne peut se réduire que si on a des leaders qui ont la vision, parce que on ne peut pas ne pas penser qu'il y a un pays dans le monde, un peuple dans le monde qui ne soit pas dynamique. Moi, dans ma façon de penser est que tous les peuples du monde sont dynamiques, mais maintenant, ce sont les leaderships qui les accompagnent dans l'éclosion et l'explosion de cette dynamique, de ce dynamisme-là. Si on a donc parce que si on prend le cas du Cameroun, prenons seulement la jeunesse est entreprenante, c'est-à-dire il y en a qui est diplômée, il y en a qui est imaginatrice, il y en a, et ainsi de suite. Il y en a qui a des capacités, il y en a qui a juste besoin d'un accompagnement. Maintenant, si cette jeunesse est bien accompagnée par l'État, les pouvoirs publics, par un cadre légal propice, si cette jeunesse est accompagnée par un pays dans lequel on n'a plus des politiques de gouvernance de qualité, dans lesquelles il n'y a plus la corruption, il n'y a plus trop de tribalisme, il n'y a plus ceci, vous verrez que l'économie du Cameroun peut prospérer, c'est-à-dire marquer des points, un bond de 2, 3, 4 à 5 points.
Mais maintenant, vous comprenez que c'est toujours le leadership, c'est-à-dire qu'en bas, il y a des gens qui ont besoin de faire envie de faire un certain nombre de choses, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires. Le BRIC, que ce soit les BRICS, que ce soit la Russie, que ce soit l'ancien système, lorsque le continent africain ira, il sera toujours endetté, il va falloir payer à ceux qui font des prêts. Sauf si ceux qui font les prêts aujourd'hui, les BRICS par exemple, décident qu'ils vont venir avec un soutien technologique marqué, prononcé en fonction de la vision des leaders. C'est-à-dire que si on prend un sommet, un groupe comme le BRICS, ils peuvent décider, dans le cas de la Chine ou l'Inde, décider que ils vont nous prêter de l'argent, mais ils vont venir nous aider à créer, à fabriquer nous-mêmes nos tracteurs, parce qu'ils veulent que nous aussi on se développe, même si ce n'est pas leur rythme. Tout ça dépend de comment nous aurons, de comment eux, ils peuvent le définir, mais également comment nos leaders peuvent le définir. Je vous dis, du point de vue du décollage économique, le dynamisme vient de la population très souvent, mais la vision vient de ceux qui dirigent. La masse, on dit toujours qu'elle est moutonnière. Donc, voilà comment moi je vois le développement africain. Je ne remets pas, je ne bats pas absolument en brèche ce que Eric a dit par rapport à notre capacité à nous réinventer avec notre logique, nos environnements, nos cultures et tout cela. Les pays asiatiques ont fonctionné comme cela, mais les pays asiatiques n'ont pas été asphyxiés par la dette. Les pays asiatiques n'ont pas notre culture. À l'époque, on appelait les Chinois et les Japonais les petits singes, c'est-à-dire qu'ils allaient imiter ce que les Occidentaux faisaient. Nous aussi, on imite, mais est-ce qu'on a tant qu'il y a la corruption, les pays asiatiques, on a là-bas la corruption existe aujourd'hui parce qu'ils sont développés, mais lorsqu'il y avait la volonté de devenir une puissance, pour le cas de la Chine ou du Japon ou même de la Corée du Sud, vous ne pouviez pas vous permettre n'importe quelle liberté, quelle licence avec la fortune publique, avec un enrichissement illicite, avec un favoritisme, avec un clientélisme. Donc, il y a tout cela aujourd'hui qui constitue un ensemble de pesanteurs sur lesquels également les Africains doivent être capables de travailler dans le processus de réinvention que évoquait Eric tout à l'heure. Voilà, Eric, un mot rapidement sur la réunion des BRICS. Et puis, nous allons dire rapidement un mot, il nous reste moins de 10 minutes, sur l'arrestation ou non de Vladimir Poutine en Afrique du Sud s'il y venait pour la réunion des BRICS, pour le sommet. Oui, je continue de penser que même si les leaders doivent exister en Afrique, ces leaders doivent exister parce qu'ils puisent bien entendu la substance de leur programme des populations. Je vais vous prendre un exemple simple. En discutant il y a quelques semaines avec des Maliens, il y a un problème qui avait été posé dans une localité. Alors, ce problème était le problème de l'eau potable. Le problème de l'eau potable se trouvait à plus de 15 kilomètres d'une certaine localité et ça avait déjà occasionné, bien entendu, plusieurs divorces. Parce que les femmes qui étaient mariées aux hommes de cette localité faisaient plus de 15 kilomètres pour aller puiser de l'eau. Alors, ce dont ces populations avaient besoin, c'était tout simplement de l'eau potable. Lorsqu'on ne coûte pas les populations, la tendance serait d'apporter autre chose que ce qui relève de leurs besoins immédiats. L'élite doit écouter la base. Le problème que nous avons avec l'élite, c'est qu'elle est déconnectée de la base. Il faut reconnecter ce lien. Maintenant, en ce qui concerne les BRICS, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse des BRICS, l'Afrique doit avoir son carnet de bord. En ce moment, nous n'avons pas l'impression que la vision africaine est pleine, elle est totale. Elle est pauvre, même si elle existe, elle est pauvre. Il faudrait qu'il y ait une vision qui est beaucoup plus forte. L'Afrique doit réfléchir sur son développement en s'appuyant sur les énergies de sa population, des aspirations de la population. Ce serait trop facile de rester, n'est-ce pas, dans un bureau et s'imaginer que les populations voudraient ça. Il faut aller les rencontrer. Quelles sont leurs priorités? Quelle est la hiérarchie des priorités par rapport à ce dont nous avons besoin? Donc, qu'il s'agisse des BRICS, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, l'Afrique doit avoir son propre carnet de bord.
et fréquenter ces différents partenaires, ce serait tout simplement l'occasion renouvelée pour constituer ce qui est déjà son programme. Mais ce programme théorique, il est déjà où? Nous, on a envie de le voir. On a envie de le voir. Et on le voit bien entendu pauvrement. Et c'est de ce point de vue que nous interrogeons comment faire en sorte que ce programme soit existant, soit bien entendu opérationnel, mais surtout qu'il ait de l'épaisseur. Voilà. Sur l'arrivée de Vladimir Poutine en Afrique du Sud, qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense que Vladimir Poutine, ce serait difficile qu'il vienne en Afrique du Sud parce qu'il se déplace peu. Bon, c'est vrai que s'il le fait, ce serait un signal. Vous savez que l'Afrique du Sud a ratifié le statut de Rome, qui stipule notamment l'arrestation et le transfèrement d'une personne recherchée. Personnellement, je crois que il ne viendra pas. Il sera certainement représenté par Sergei Lavrov, qui est son ministre des Affaires étrangères. Personnellement, je crois que c'est ce qui se passera. Mais il me semble, sauf si ma mémoire me joue des rôles, il me semble que El-Béchir, sous le coup du deuxième mandat d'arrêt de la même CPI, était arrivé en Afrique du Sud. Oui, alors il se pose une question beaucoup plus profonde en ce qui concerne l'arrestation et le transfèrement des personnes recherchées par la CPI. En fait, il y a une discussion intra-africaine. Vous savez, en réalité, pour qu'on procède à votre arrestation, à votre transfèrement, il y a en réalité deux possibilités. Il faudrait que la CPI elle-même émet un mandat d'arrêt contre vous, ou alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies demande qu'on procède à votre arrestation. Donc la discussion, c'est que les Africains n'ont pas voulu que l'arrestation qui soit à l'égard de El-Béchir vienne plutôt du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qui avait fait en sorte qu'en son temps, ayant mis les pieds en Afrique du Sud, qu'il ne soit pas arrêté. Donc ça relevait d'une question essentiellement une perception du monde à partir, n'est-ce pas, de l'Afrique. Sèche. Va-t-on arrêter ou pas Poutine? Va-t-il arrêter ou pas? Alors, je réponds à cette question en me posant une autre question. Quand on est chef d'État, bénéficie-t-on de l'immunité diplomatique? Qui lèvera l'immunité diplomatique de Vladimir Poutine? Parce que lorsque un ministre camerounais va dans un pays ou un diplomate camerounais va dans un pays, même s'il est sous le coup d'un ensemble de choses, son immunité diplomatique doit être levée pour qu'on puisse l'arrêter. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce serait un cas exceptionnel qu'on arrête un chef d'État en fonction et pas n'importe lequel des chefs d'État. Et je voudrais bien voir comment cela va se passer et quelle est la réaction. J'espère que ceux qui prétendent avoir l'envie d'arrêter Vladimir Poutine ont également pensé à la réponse qui sera celle d'un pays qui estimera que son président de la République, son chef d'État étant parti assister à un sommet, a été humilié par une arrestation. Et on verra combien de temps il fera même enfermé, puisqu'ils ont tout l'armement nécessaire. Donc, si on veut déclencher une guerre mondiale, il faut le dire à toute honnêteté, Vladimir Poutine et la Russie n'est prête à rien négocier par rapport à sa liberté. Donc, je suis curieux, moi je ne me prononce pas, mais je me pose un certain nombre de questions logiques, je me pose un certain nombre de questions pertinentes. La Russie n'est pas n'importe quel pays. Le président de la République qui va lever son immunité diplomatique, qui aura le courage de l'arrêter? C'est autant de questions. Dans tous les cas, nous verrons bien, mais moi je ne sais, je n'y crois pas beaucoup. Eric, est-ce que vous pensez qu'on pourra arrêter comme ça le chef d'État d'une puissance nucléaire, je crois la première ou la deuxième? Bon, vu ainsi, je crois que ce ne sera pas possible, vu ainsi, du point de vue, n'est-ce pas, de la prise en compte de la puissance nucléaire. Mais en réalité, vous devez aussi savoir que d'une manière opérationnelle, ce sont les choses on discute de tout cela, c'est-à-dire que certainement l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la Russie en Afrique du Sud aurait pris attache et langue avec les autorités. Ce sont des choses qui se négocient et avant qu'il n'effectue ce déplacement, il y a bien entendu, n'est-ce pas, comment dirais-je, un point de vue qui est totalement arrêté. On garantirait notamment, n'est-ce pas, à Poutine s'il arrivait qu'il ne serait pas. Donc ce sont des choses qui, de manière classique, se négocient. Mais
je pense qu'il ne viendra pas. Je pense qu'il ne viendra pas. Certainement pour d'autres raisons. Votre mot de fin, Serge? Moi, je pense qu'il vient. Parce que, et je pense que pour défier le monde, il va faire comme les États-Unis quand ils arrivent dans une puissance étrangère. Ils viennent avec leurs avions, leurs armes, leurs voitures et avec même les navires qui accostent à côté du pays au cas où leur président de la République est attaqué. Il va falloir que le monde entier sache que il n'y a pas que les États-Unis qui peuvent se le permettre et c'est ce qui va se passer en Afrique du Sud de mon point de vue. Et je serais content de voir ce rapport de force parce que s'il est brisé, les uns et les autres qui violent les lois alors qu'ils sont des grandes puissances aujourd'hui seront obligés de se repenser. Tout le monde sera obligé de se mettre à la table pour se regarder droit dans les yeux et réfléchir et s'accorder sur ce qui n'a marché, sur ce qui n'a pas marché, au grand bénéfice des faibles. Eric, votre mot de fin, est-ce que vous allez parler de ça dans votre prochain livre? Le retournement postcolonial a plutôt vocation à systématiser, n'est-ce pas, les dynamiques d'affranchissement qui ont commencé avec le Mali et proposer des solutions pour que ce retournement de sens puisse s'installe sur la durée. Donc c'est de ça que je parlerai bien entendu dans mon futur ouvrage qui paraîtra en début juillet, c'est-à-dire le mois prochain. Donc, quand on entend Serge, je vais encore vous donner vraiment un dernier tour de parole de façon exceptionnelle. Serge Gauthier, lorsque Eric parle ici, il fait beaucoup allusion au Mali. Est-ce que ce qui se passe au Mali va un peu dans le sens de ce que vous venez d'insinuer tout à l'heure quand vous dites que vous aimeriez que Poutine arrive en Afrique du Sud pour voir ce que les Occidentaux vont faire? Oui, il va de soi que moi je suis pour l'affranchissement du continent africain et du monde. Il va de soi que je suis pour que ceux qui se disent puissants ne se croient pas puissants et intouchables. Et que nous soyons tous dans un rapport d'égalité, même si c'est une égalité fictive, imaginaire. Mais ce qui se passe au Mali, le courage de l'État malien, si Vladimir Poutine arrivait en Afrique et que pendant le BRIC, ce qui se passe au Mali, avec sa position, son arrivée également donnerait du courage à d'autres pays et donnerait l'envie à ces pays-là de sortir. Et moi, je suis déjà content, puisque vous avez pris l'exemple du Mali. Le langage qui est tenu par les diplomates maliens, les institutionnels maliens, est un langage exceptionnel qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis des années et c'est tout à notre bénéfice. Vivement que d'autres leaders africains, en fonction militaire ou pas, s'en inspirent, mais tout en tenant compte des conséquences sur les populations. Il faut donc bien analyser avant de se positionner. Sauf que Serge, une petite relance sur le camp malien. Les Maliens, eux, ils accusent d'abord abandonner avant qu'ils ne se jettent aussi à l'eau comme pour se sauver. C'est une vérité parce que c'est la même France qui a déstabilisé la Libye parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Mali est le fruit de deux choses. La déstabilisation de la Libye, ce qui a rendu le Sahel pour eux. Alors, Eric, cet enfranchissement à la façon, disons, tel que pense... Ce qui n'avait pas lieu. Alors, Eric, Serge, lui, il est donc, il y avait ça. Et puis, il y a... Allez-y, Serge. Vous pouvez conclure pour que je relance Eric définitivement. Oui, je disais que... moi, l'abandon de la France par le Mali n'est qu'une des raisons, mais il faut savoir que c'est la France qui a créé les troubles en Libye et aujourd'hui, tout le Sahel est infecté ou infesté par le terrorisme. Donc, et on n'a pas vu cette France. Il y a eu un président qui a eu le courage de dire qu'à un moment, pour aller d'une région à une autre, il était taxé, surtout là où les militaires français étaient. Et quand il a commencé à
avoir durcissement du temps, ils ont donné l'impression ils ont utilisé leur départ, ces Français, comme du chantage pour pouvoir soumettre le président. Malheureusement, c'était sans compter sur la survenue de la Russie. Donc, elle a raison d'accuser la France, mais c'est aussi bon que la France soit partie et que le Mali explore d'autres horizons avec des résultats qui sont mieux, plus intéressants que les 8 ans ou les plusieurs années des Français de ce côté-là. Dans tous les cas, l'avenir nous dira. Ce qui est important, et c'est ma dernière phrase, c'est que nous qui pensons à l'indépendance, nous souhaitons l'indépendance totale de l'Afrique. Nous ne souhaitons pas qu'un colon bourreau vienne remplacer notre colon. Nous voulons que pendant qu'il y ait la concurrence des Africains, l'intelligence, la sagesse et la lucidité de tirer le meilleur parti de cette concurrence afin d'émerger. C'est aussi votre point de vue, Eric? Alors, je vais terminer, j'aurai mon mot de la fin en vous disant exactement ceci. Lorsque, en 2013, il y a eu la reconquête de la localité de Kidal, qui est située au nord du Mali, alors lorsque les Français combattaient aux côtés des troupes maliennes, alors, pour l'entrée dans la localité de Kidal, au Mali, les forces françaises ont dit à leurs collègues maliens, vous n'entrez pas dans cette ville de Kidal. Vous êtes chez vous au Mali, mais vous n'entrez pas, vous n'y mettez pas les pieds. Et parmi les militaires présents, dont l'accès à leur propre pays, l'accès à leur propre territoire avait été refusé, il y avait un certain Assimi Goïta. C'était en 2013. Je crois que chacun comprendra la suite. Voilà. Est-ce que, Eric, vous pouvez définitivement nous faire, je vais dire, un résumé ou bien la 4e de couverture de votre prochain livre, très rapidement, et nous dire aussi comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut les retrouver ou comment est-ce qu'on peut faire pour les acheter? Alors, très bien. Alors, en ce qui concerne le prochain ouvrage, Retournement postcolonial, il s'agit, comme je vous le disais tantôt, d'identifier ce qui fait problème dans le développement de l'Afrique noire francophone. Et parmi ce qui fait problème, on a ce qu'on appelle le sentiment de redevabilité. On a mis dans la tête de nos dirigeants qu'ils sont redevables vis-à-vis de la France officielle, ce qui n'est pas vrai. Bien entendu, il y a un autre sentiment, c'est la docilité qui a été construite à travers le temps. Ils sont dociles, ils sont obéissants, parce que dans leur imaginaire, on a construit, n'est-ce pas, l'infériorité. On leur a dit, voici le maître, et vous devez toujours vous référer à ce maître. Maintenant, il y a des propositions qui sont faites pour que nous sortions, n'est-ce pas, de l'ornière. Des propositions qui sont faites pour que, bien entendu, cette Afrique noire francophone avance dans la sérénité. Il s'agit notamment de ce que j'appelle une théorie de la libération. Il faut une littérature de la grandeur, il faut des actions de la grandeur. Je parlais tout à l'heure de diplomatie culturelle. Donc voilà, entre autres, ce qui constitue l'économie de cet ouvrage. Maintenant, où trouver mes ouvrages? Vous avez l'actuel, le poids colonial de la France, qui est disponible sur Amazon. Je pense que ça coûte, sauf erreur de ma part, je crois que ça coûte exactement 25 €. En ce qui concerne le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, le 6e, c'est disponible chez un partenaire, je pense, à Washington. Maintenant, le prochain ouvrage, Retournement postcolonial, alors, je vous l'enverrai après l'émission. Je ne retiens pas ce long numéro états-unien. En ce qui concerne le prochain ouvrage, Retournement postcolonial, ce sera disponible sur Amazon à partir de la mi-juillet. Merci beaucoup à tous deux, Serge Gauthier Onanena, journaliste et acteur politique, Eric Yumbi, journaliste indépendant et écrivain. Nous aurions pu avoir l'ancien ambassadeur de France au Mali, un écrivain burkinabé aussi dont le nom m'échappe. Au niveau du Cameroun, on pourrait aussi avoir Denis Emilien Atangana, un homme politique, ou Charles Élie Zanlui, grand conseiller à la mairie de ville de Douala. Avec les problèmes techniques, on n'a pas pu avoir toutes ces personnes, mais avec vous deux, je crois qu'on a eu la même satisfaction. Je l'espère aussi pour nos téléauditeurs. C'était le club de la presse. Vous pouvez nous retrouver sur Roku TV. Nous sommes en direct sur Internet, sur streaming.
Nous avons également notre QR code qui va s'afficher à ma gauche. Il suffit de scanner le QR code et vous êtes en direct sur Mia TV, tellement léger. C'est un lien tellement léger. Vous n'avez pas besoin d'une grosse bande passante pour pouvoir regarder Mia TV ou tout simplement vous tapez miatv.us, MIA-TV.us et puis vous êtes en direct. Télécom Radio. C'était tout pour cette semaine et prenons rendez-vous à la semaine prochaine, même heure. La rediffusion déjà, c'est demain, 10h, heure de Washington, DC. Bye bye.